donc j'ai beaucoup travaillé sur Jaurès dans un cadre collectif. C'est une des phrases que Madame Robert-Berriot aimait bien dire, nos vies sont collectives. Cela dit, elle précisait parfois aussi que il fallait préserver son individualité. Elle disait souvent que c'était l'histoire, la politique qui était le domaine du collectif, et elle dit, comme c'était une grande amatrice de romans, une passionnée, disons, de littérature et d'art, hein, elle a beaucoup travaillé dans le cadre aussi de l'aménagement du musée d'Orsay, elle disait que là c'était des chemins de l'individualité. Et je me souviens qu'elle aimait à dire que le totalitarisme était justement quand on mettait en harmonie complète ses engagements, ses lectures, ses choix de vie, etc. C'était là qu'il y avait un danger totalitaire. Donc elle aimait bien, justement, et pas de côté, je dis ça parce que bon, c'est une manière évidemment d'évoquer sa mémoire, et puis d'expliquer peut-être pourquoi nous nous sommes bien entendus, alors que nous avions effectivement de grandes différences. Elle, c'était évidemment un grande universitaire, brillant sujet, qui avait été normalienne, première à l'agrégation. C'était pas du tout mon cas. Moi, j'avais eu l'agrégation, mais je ne suis pas normalien. Je ne suis pas un brillant sujet. D'ailleurs, j'ai publié sur Jaurès. Enfin, je n'ai pas fait de carrière universitaire. Et puis elle avait un engagement, disons, assez internationaliste, révolutionnaire. J'avais, disons, des convictions militantes de gauche, mais qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Hein. J'ai milité au Parti communiste à un moment où elle avait été exclue, et après j'ai milité au Parti socialiste, alors que pour elle, il n'était pas question qu'elle adhère au Parti socialiste, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs de travailler aussi avec les socialistes. Tout ça, évidemment, est plus compliqué. Sur l'essentiel, on se retrouvait évidemment très souvent. On avait un choix d'ailleurs militant qui était commun, c'est qu'on était tous les deux membres de la Ligue des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était dans le cadre d'une réunion du 13e arrondissement de la Ligue des droits de l'homme, avant même que je la rencontre pour lui parler de mon projet de thèse. J'avais déjà vu dans ce cadre-là, vers 1975 ou 76. Ligue des droits de l'homme qu'elle a présidé nationalement, et moi j'ai été à un moment président de section, militant, etc. Vous voyez, à la fois ce qu'il peut y avoir de commun et puis les différences. Donc effectivement, le Jaurès que j'ai pratiqué, c'est un Jaurès qui m'a intéressé, que j'ai cultivé, et ça a souvent été dans ce cadre collectif d'une association avec son bulletin, puis sa revue, les cahiers Jaurès, des initiatives de colloques, de rencontres à Paris ou aussi en province, des réunions un peu partout en France ou à l'étranger. Alors il y a un foyer jaurésien évidemment très important dans le Tarn et à Toulouse. Dans le Tarn, il est d'ailleurs multiple, mais avec Madeleine, j'allais souvent à Castres pour le futur Centre national et musée Jean Jaurès qui s'est ouvert en 1987, et on y a beaucoup travaillé. Puis après on a continué avec Alain Boscuse, qui était un étudiant de Roland Trempé, lui qui a été longtemps directeur du Centre national. Puis après il y a eu une période sans directeur, et puis après il y a eu les deux directeurs successifs, Monsieur Vial et puis Jean-Baptiste Alba actuellement. Mais bon, comme vous le savez, dans le Tarn, il y a aussi le monde de la mine avec Carmaux, le musée de la mine à Cagnac, le centre de Pamplonne. Aujourd'hui, les projets de ressusciter un peu Bessoulé, la maison de Villefranche-Albigeois. J'espère que qu'on pourra faire quelque chose. Et puis à Toulouse, avec Rémi Pêche, Rémi Casal aussi, et autres, René Llorette, etc. Il y a eu depuis quelques années l'association des Amis Jean Jaurès de Toulouse, qui est très, très active et qui fait de nombreuses réunions. Et il y a eu aussi des groupes jaurésiens locaux à Amiens, en Provence, et en Vendée aussi, dans d'autres endroits. Donc on est amené naturellement à avoir des contacts avec ces différents groupes, et puis avec des chercheurs étrangers, des Chinois, notre camarade Machingli qui venait en France, que j'ai rencontré dès les années 80, et actuellement il y a toujours 2 doctorants chinois qui travaillent sur Jaurès. Il y a eu des Japonais, une Coréenne qui va publier bientôt
Un Jaurès en coréen, Roe Sang-kyung, et puis des latino-américains, des Américains et autres, donc une activité fournie et très diverse, parce qu'évidemment les gens s'intéressent à des Jaurès extrêmement différents. Côté, par exemple, qui peut avoir un peu de pittoresque amusant, vous qui êtes venu chez moi, c'est notre camarade américain Robert Moore, professeur de lycée à Baltimore, et qui est venu ici en pensant que la société jaurésienne avait des vastes bureaux avec une bibliothèque au rez-de-chaussée, des secrétaires, des dactylos, et qui, je suis tombé sur lui un peu par hasard, parce qu'il cherchait l'adresse partout. Il a été évidemment surpris de savoir que voilà, nous sommes une association de chercheurs et de personnes intéressées par Jaurès, mais nous sommes une petite association qui nous débrouillons avec une subvention du Centre national du livre et les cotisations des adhérents et des abonnés, mais voilà, c'est de l'artisanat. Hein. Mais enfin, donc nous avons continué dans ce cadre-là, et moi j'ai continué. Alors, je ne m'intéresse pas seulement à Jaurès, hein. Madeleine aussi disait qu'elle ne voulait pas être enfermée dans Jaurès. Après tout, Jean Longuet est quelqu'un sur lequel j'ai fait ma thèse, et quelqu'un qui travaille avec Jaurès, qui est dans le sillage de Jaurès, puis qui a son autonomie, qui continue, qui vit après Jaurès. Et j'ai travaillé parfois sur des sujets d'histoire qui étaient un petit peu différents de Jaurès. Mais c'est vrai que, pour reprendre une expression qu'aimait bien Madeleine et qu'a utilisée, je crois, pour la première fois Ernest Labrousse, notre premier président, Jaurès est un continent. Je dois reconnaître que Jaurès est une des rares personnes pour lesquelles on n'éprouve pas de sentiment de lassitude quand on y revient. Parce qu'effectivement, il est extrêmement diversifié, extrêmement protéiforme. C'est pour cela que je ne suis pas du tout choqué par la diversité d'approches de Jaurès. Et on a tout à fait le droit, effectivement, d'avoir son Jaurès et de ne pas toujours le reconnaître dans le Jaurès des autres. Lui-même en était d'ailleurs un petit peu conscient. Vous savez, dans ce qu'il y a un article qui est intéressant après sa mort de Lévi Brûle dans Humanité pour le... je ne sais plus si c'est le 2e ou 4e ou 5e anniversaire de sa mort, où Lévi Brûle, qui était son ami de Normal Sup, dit qu'il l'avait rencontré peu de temps avant de mourir et que Jaurès lui avait dit, alors qu'il était en train de relire du Marx et du Engels, ça, ce sont des grands révolutionnaires, mais je les admire en voyant comment ils sont fermés à tout ce qui n'est pas eux. Ils ne cherchent jamais à comprendre finalement des problèmes, disons, d'un autre point de vue. Ils sont vraiment dans leur système. Et ils me disent, et c'est peut-être leur force, mais je disais peut-être que moi, il y a peut-être une perte de temps, d'énergie à vouloir prendre en compte les points de vue contraires sur une situation. Mais c'est vrai que c'est très typique de la démarche de Jaurès. Ça n'empêche pas de prendre parti, hein, ça n'empêche pas d'avoir son propre point de vue. Mais quand vous regardez ces articles ou ces discours, très souvent, c'est bon, il y a tel problème, voici ce que dit un tel, voici ce que dit le gouvernement, voici ce que dit mon contradicteur. Donc voici mes raisons, j'explique pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais il raisonne très souvent en résumant le problème et en résumant la pensée des autres. Il n'est pas enfermé, disons, dans une approche de, disons, j'ai la vérité avec un grand V. Il donne ses raisons, sa part de vérité. Et ça, c'est vrai que c'est une démarche typiquement jaurésienne. Et donc, effectivement, quand on rentre dans Jaurès, on rentre dans un monde compliqué parce qu'il y a plusieurs manières de rentrer dans ce monde. Jaurès apporte ses raisons, il discute, il entend les raisons des autres, il sait se taire. On dit toujours que Jaurès est un magnifique orateur, c'est vrai, il sait parler des heures et des heures durant. Mais moi j'aime bien un échange parlementaire où à un moment un député de droite lui dit mais vous ne savez pas seulement très bien parler, monsieur Jaurès, vous savez aussi très bien écouter. Hein, vous avez un grand sens auditif. Et je crois que c'est très vrai. On voit bien que Jaurès sait aussi se taire. Il y a d'ailleurs des débats parlementaires parfois pendant lesquels il ne dit rien. Il écoute et il engrange. Et après, il en fait ou pas d'ailleurs, éventuellement, quelque chose. Hein, et il explique ce qu'il retire du débat et quelles sont ses raisons, qu'on peut toujours discuter, hein, d'ailleurs. C'est aussi quelqu'un qui bouge. Il y a des tas de sujets sur lesquels il ne pense pas la même chose au début, au milieu, au fin de sa vie. D'ailleurs, lui-même explique bien que pour lui, ce qui est essentiel, c'est d'avoir la notion du mouvement. Il ne veut jamais arrêter les choses. C'est pour ça qu'il ne veut jamais, disons, avoir une approche dogmatique du socialisme, de la République ou de la laïcité. Il insiste toujours sur le fait qu'il ne faut pas
enfermer les choses, car c'est la loi du mouvement est une loi fondamentale. Et ça, à mon avis, tant qu'on ne comprend pas, quand on n'accepte pas le fait que chez Jaurès les choses sont toujours en mouvement et fluides, eh bien, on n'arrive pas à comprendre ce qui est, disons, l'essentiel de son approche. Je pense que d'ailleurs ça a parfois joué des tours à Jaurès pour la postérité, parce qu'effectivement, il ne définit pas, si vous voulez, des dogmes solides auxquels on pourrait adhérer. On voit bien qu'effectivement, ensuite, on peut très bien dire, ah oui, le marxisme-léninisme, justement, il ne s'agit plus de Marx ou de Lénine, mais bien du marxisme-léninisme avec un trait d'union. C'est un bloc de granit, soit le camarade Staline, soit le camarade Khrouchtchev, soit le camarade Brejnev ou d'autres expliquent ce qu'il faut en comprendre, etc. Et on a comme ça des grandes vérités absolues qui ont été établies, qui sont gravées dans la pierre, comme le décalogue. Et voilà, c'est très solide. Tandis que justement, Jaurès a une approche qui est toujours dans l'histoire et qui peut paraître parfois justement un peu décevante. Mais à mon avis, quand on arrive à s'y intéresser, à rentrer dedans, comme on constate qu'il y a toujours une pensée en action, eh bien on en retrouve tout d'intérêt. À condition, évidemment, d'ailleurs, de ne pas s'y enfermer. Ça n'a pas fonctionné, d'ailleurs, à un moment, on voit bien du côté socialiste ou du cartel des gauches, on a voulu aussi faire... On a fait beaucoup de statues à Jaurès, on l'a mis au Panthéon. Bon, très bien, c'est sympathique. Mais on voit bien que quand on a essayé de définir, disons, ce qui aurait été un jaurésisme qui se serait opposé à un marxisme-léninisme, par exemple, d'un côté, ou je ne sais pas, ou à Gambetta, ou à quelque chose d'autre, ou à la démocratie chrétienne de l'autre, ça ne fonctionne pas. Parce que ça, c'est pas du tout l'approche jaurésienne. À mon avis, pour retirer quelque chose de Jaurès, il faut se baigner dans le fleuve avec lui et avancer avec lui, avec justement une perspective qui doit toujours être une perspective d'historien. Et c'est un petit peu ce sens du mouvement, cette interrogation, ce sens du questionnement que nous essayons de redonner. Je dis nous parce que je suis resté actif à la Société d'études jaurésiennes et puis bon, bah voilà, c'est comme ça maintenant. Je crois que je resterai souvent, enfin, je travaillerai souvent dans le cadre de la Société d'études jaurésiennes. Je l'ai fait par le passé, et puis je continuerai à le faire dans l'avenir, même lorsque je cesserai d'être président de la Société d'études jaurésiennes, parce qu'il est bon que les choses tournent, et il est bon que d'autres approches, d'autres sensibilités s'expriment, et qu'on ne soit pas toujours les mêmes, hein. Donc on essaiera de faire cela. Bon, moi, ce que j'ai essayé de faire, alors, on disait tout à l'heure, effectivement, c'est de terminer quelques dossiers qui avaient été initiés. Alors, nous en parlions tout à l'heure. Il y a eu notamment le dossier des œuvres de Jaurès, qui permettent non seulement d'avoir ce que nous publions dans les 18 volumes qui seront bientôt terminés, mais un éclairage, évidemment, à chaque fois, avec une édition, évidemment, critique, sérieuse des textes, et puis la récapitulation de l'ensemble des textes que nous avons retrouvés de Jaurès, afin qu'on puisse également aller lire les textes que nous ne retenons pas. Et évidemment, ce travail devra être complété un jour, ce sera l'étape suivante quand nous aurons terminé l'édition des œuvres. Nous allons revoir, disons, le site de la Société d'études jaurésiennes, essayer de faire un vaste portail Jaurès, qui permettra d'avoir accès à l'ensemble des ressources électroniques, puisque maintenant la plupart des journaux dans lesquels écrit Jaurès, l'Humanité, la Dépêche, le Midi Socialiste, la Revue d'enseignement primaire et primaire supérieur, sont accessibles par Internet. Donc on essaiera de disons, le maximum d'outils, les congrès aussi socialistes, etc., pour que les gens puissent avoir facilement accès à Jaurès et puis continuer d'autres travaux. Donc c'était, disons, ça a été une grande partie de mon travail. Il y a eu aussi, effectivement, alors, une question un peu particulière qui s'est posée, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, disons l'approche biographique. Il y a toujours eu plusieurs biographies de Jaurès. C'était pas quelque chose qui passionnait d'ailleurs Madeleine Rebériou. Elle avait signé des contrats pour faire une biographie de Jaurès, mais
considérait qu'au fond, bon, il y avait la biographie de Goldberg, l'universitaire américain qui avait été traduite chez Fayard, il y avait Jean-Pierre Rioux qui devait en faire une. Elle avait fait le petit volume de découverte Gallimard. Bon, elle pensait que c'était bien comme ça. Donc c'est pas entièrement par hasard si finalement elle n'a pas écrit de biographie de Jaurès. C'est pas ça que ça lui plaisait pas tant, vraiment. Elle a peut-être accepté de signer des contrats, mais bon, c'était pour aller de l'avant, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Quand il y a eu le centenaire de la mort de Jaurès en 2014, il y a eu une pression éditoriale très forte pour qu'il y ait une biographie de Jaurès. Alors effectivement, avec Vincent Duclerc, qui est également un chercheur très important de la Société d'études jaurésiennes, avec lequel j'ai souvent travaillé dans le cadre de la Société d'études jaurésiennes, qui était secrétaire de la Société d'études jaurésiennes après moi, qui a repris la formule de cahier Jaurès qu'avait commencé à initier Frédéric Moret, qui était secrétaire d'études de la Société entre nous deux, et donc Vincent a lancé les cahiers Jaurès, et nous avons travaillé tous les deux à une biographie de Jaurès pour Fayard, en essayant, ça fait toujours un peu prétentieux de dire ça évidemment, mais en essayant de faire un peu une biographie de référence telle qu'elle doit être chez Fayard. Ça veut pas dire, de référence ne veut pas dire une biographie définitive, mais une biographie qui apporte un certain nombre, disons, de clés, de données, d'indications qui soient suffisamment documentées avec les sources, la bibliographie, la chronologie, de nombreuses questions, afin de permettre, disons, de continuer à travailler autour de Jaurès. Bon, alors, nous sommes d'ailleurs un petit peu différents. Après tout, les lecteurs de la biographie s'en rendent peut-être compte, même si nous nous sommes relus, mais chacun a eu ses chapitres, le début et la fin étant faits ensemble, mais bon, après avec une certaine répartition, avec nos personnalités. Nous nous sommes amusés d'ailleurs, nous l'indiquons à un détour, alors ça permet de servir un peu de piège. Seuls ceux qui l'ont lu voient qu'à un moment nous nous comparons à Don Quichotte et Sancho Panza, et c'est à ceux qui lisent la biographie après de deviner qui est Don Quichotte et qui est Sancho Panza dans le couple. Et voilà, nous avons publié cette biographie en 2014. Il y en a eu d'autres depuis, c'est très bien d'ailleurs comme ça, hein, Rémi Casals, je sais que Jean-Numa Ducange, qui est professeur à l'Université de Rouen, prépare aussi une biographie de Jaurès, qui compte publier je crois dans quelques années, et j'espère bien que ça continuera, parce qu'effectivement, il n'y aurait rien, enfin, ça signifierait que Jaurès aurait fini de nous intéresser si les travaux et les contradictions cessaient. Donc, qu'il y ait des contradictions en soi ne nous dérange pas. Et donc, je disais, oui, tout à l'heure, qu'effectivement, il m'est arrivé, je ne vais pas trop dire avec lesquels, mais il m'est arrivé avec certains auteurs, historiens, enfin, sujets d'études, d'avoir parfois l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir un sentiment de ras-le-bol, hein, ça m'est arrivé. Avec Jaurès, non, parce que je reconnais qu'on trouve toujours une interrogation nouvelle, c'est toujours un peu plus compliqué qu'on ne pensait, on a toujours envie d'y revenir. Donc, à mon avis, bon, peut-être qu'effectivement qu'un jour, parce qu'après tout, tout finit peut-être par s'épuiser, peut-être qu'on aura le sentiment un jour que c'est plus un auteur qui nous parle, mais en tout cas, en ce début du XXIe siècle, qui est déjà bien engagé, je dirais, en 2022, ça reste une source vive, comme on dit parfois. Ça reste un auteur qu'on peut toujours lire, interroger, questionner, critiquer, contester, hein, aussi. Après tout, même si je vous ai dit en commençant que j'avais 14 ans en 68, mais que j'avais pas été, même si j'avais jamais été très gauchiste, mais bon, comme j'avais quand même 14 ans en 68, je n'ai rien contre le fait de contester même l'apport des personnes qu'on aime le plus. Hein. Vous savez, Madeleine Reberiou, quand elle faisait des tournées dans les lycées, elle aimait donner comme suprême conseil aux lycéens, qu'on nous disait quel conseil donnez-vous à nos jeunes, de dire soyez insolents. Elle cultivait la valeur de l'insolence, ce qui effrayait parfois un petit peu les chefs d'établissement et les enseignants, parce que c'était la vraie insolence, hein, l'insolence, l'ironie, disons, des Grecs anciens, qu'elle aimait à cultiver. Par ailleurs, en tant que prof, elle avait le sens de l'autorité, de la discipline. Évidemment, je rassure ceux qui pourraient avoir besoin de l'être. Hein. Mais
oui, cette interrogation de Jaurès à laquelle là j'ai tenté de contribuer, et j'essaye à la fois, disons, d'avancer parfois mon propre chemin, hein, après tout, de répondre aussi aux citations, et puis d'aider effectivement soit les centres, les institutions, les revues ou les autres chercheurs qui m'ont parfois demandé à le faire, hein. Donc j'ai parfois effectivement travaillé avec les uns et les autres. Et après tout, le polycentrisme actuel de la recherche choresienne est quelque chose qui me convient bien, et j'espère qu'il va continuer. J'aimerais même qu'il soit plus important, que dans les pays étrangers, il y a aussi qu'on puisse avoir un réseau plus étendu de chercheurs ou de personnes intéressées. C'est une très bonne chose. Et le fait que Jaurès donc soit bientôt présent et en Chine et en Corée et dans d'autres pays, c'est quelque chose que je trouve tout à fait passionnant. Et s'il l'est, hein, c'est qu'effectivement Jaurès ne s'enferme pas, c'était un peu une question que vous posiez au début, dans une approche étroitement politique. Bien sûr que Jaurès pose des questions éminemment politiques, c'est un homme politique, je crois qu'on ne peut pas le lier. Donc il pose la question du pouvoir, il pose la question de la propriété, il pose la question du destin de la société. Mais lui-même anticipe toujours les choses et il réfléchit au coup d'après. Vous savez bien certainement, parce que je sais que vous vous intéressez particulièrement à cet aspect, qu'un de ses discours les plus intrigants, qui passionnait Jean-Pierre Rioux, c'est pour ça que je vous invite à le rencontrer aussi, c'est son fameux discours sur l'application de la loi de séparation des églises et de l'État en 1906, lorsqu'il dit, mais enfin, si l'Église catholique avait dessous de jugeote, au lieu de mener ce combat d'arrière-garde, elle prendrait de l'avance, et vous dirait, bon, et alors ? Et quand vous aurez réglé ces questions de la République démocratique, laïque et tout, est-ce que vous aurez réglé les grandes questions humaines? Est-ce que vous aurez réglé la question de la maladie? Est-ce que vous aurez réglé la question de la mort? Est-ce que vous aurez réglé les questions de la souffrance, etc. Non, c'est là que moi, Église catholique, je vous attends. Et on voit bien que Jaurès est passionné par ce que l'Église catholique devrait avoir à dire une fois que, disons, ses adversaires anticléricaux et laïques du temps auraient gagné. Et c'est ça qui est passionnant pour Jaurès. Je me souviens, par exemple, vous donner un autre exemple, pour dire plus concret ou prosaïque. Lorsqu'il écrit sa grande histoire de la Révolution française, il est au moment du procès du roi Louis XVI, lui qui est un républicain qui continue à combattre évidemment ce qui reste de royaliste dans la société française, dans la politique française de la fin du XIXe siècle. On pourrait dire, il triomphe avec le procès du roi. Mais il s'amuse justement à dire, mais qu'est-ce que Louis XVI se défend mal? Voici ce que Louis XVI aurait dû dire pour sa défense, voici ce qui était sa chance de salut, il aurait dû dire, etc. Et il fait la plaidoirie que Louis XVI aurait dû tenir devant la Convention. Et il réitère pour Marie-Antoinette. Justement, ça, c'est un peu donc ce qu'il disait dans cette conversation ultime avec Lévy-Bruhl. C'est quelqu'un qui, à chaque problème qui est posé, essaye évidemment de réfléchir aux approches différentes qu'on peut avoir d'un problème, ce qui n'empêche pas de dire après, bon ben voilà, pour la paix, pour la République, pour la classe ouvrière, comme on disait à l'époque, aujourd'hui on dirait plutôt pour le peuple, hein, enfin on a des approches plus larges, on n'a pas des caractérisations. En fait on avait aussi un sens très large à l'époque, hein, mais enfin voilà, le vocabulaire a un petit peu évolué sur les choses qui autrement. Il essaye de trouver les meilleures solutions, mais il essaye toujours de réfléchir effectivement disons, à la complexité du problème. Il est toujours conscient que les solutions qu'il propose sont des solutions provisoires qui ne règlent pas tout, et il ne prétend jamais avoir réponse absolument à tout. Il est toujours en questionnement et en devenir. Et ça me paraît aussi bien historiquement qu'effectivement philosophiquement, culturellement, intellectuellement, artistiquement, toujours intéressant. Alors après, puisqu'on parlait évidemment des différents Jaurès, c'est vrai que par rapport à vos sujets, je dirais que ce n'est pas
parce que disons, c'est comme ça, quoi. Je n'ai pas de passion particulière pour le Jaurès philosophe qui existe, qui est important, et disons le Jaurès métaphysicien, quoi. Entre nous, de la réalité du monde sensible et pas l'ouvrage de Jaurès qui m'a le plus intéressé. Vous savez, après tout, comme j'ai une passion pour Balzac, eh bien, je dois reconnaître que Sérafita, Louis Lambert, ce ne sont pas les romans qui m'ont le plus passionné chez Balzac, bien au contraire, hein, et voilà, bon, mais c'est comme ça. Mais, de même que je sais très bien qu'on ne peut pas mutiler Balzac en lui enlevant Louis Lambert ou Sérafita, de même, je sais très bien qu'effectivement, ce n'est pas par hasard que Jaurès a choisi de faire une agrégation de philosophie. Je dois reconnaître, d'ailleurs, on voit très bien que quand il est étudiant, il aime bien l'histoire, mais il s'y ennuie un petit peu. Alors on peut dire c'est parce que il n'a pas connu les grands maîtres à la Marc Bloch, Lucien Febvre. Il y a peut-être une approche un petit peu parfois positiviste, comme on dit, entre guillemets, de l'histoire. Enfin ça a énervé Madeleine Robert-Rieu, qui considérait qu'il ne fallait pas parler de positivisme à tort et à travers, et que ce n'était pas le cas. Mais donc voilà, donc le Jaurès philosophe métaphysicien qui vient d'une famille d'ailleurs qui était à la fois très libre, indépendante, mais qui est une famille catholique. Sa maman était pieuse, elle meurt avec les sacrements de l'Église. C'est quelque chose à laquelle on a le droit de s'intéresser, hein, et sur lesquels on peut travailler. Alors moi, cet aspect-là, je l'ai pris plutôt du côté, je dirais, politique ou de la vie concrète, savoir qu'est-ce que Jaurès entend comme enseignement laïque, liberté de culte, quels sont les choix qu'il fait, comment ça évolue. Donc vous le verrez avec ma prochaine anthologie sur la religion et la laïcité. Mais je conçois tout à fait qu'on s'intéresse beaucoup à ça. Moi, un exemple que je vous donne, parce que vous l'utiliserez peut-être parfois, mais que je trouve toujours passionnant, c'est qu'il faut bien se dire que la même semaine où Jaurès monte sur la table de la verrerie ouvrière d'Albi qui inaugure et où il chante la Carmagnole qui fait scandale à la Chambre des députés et dans évidemment la presse convenable et modérée, quelques jours après, il est dans un petit village du Tarn à quelques kilomètres, à Blanc, au sud, et là, il chante le credo parce qu'il est le parrain de sa nièce et filleule, Yvonne Jaurès, donc sa nièce, qui a été secrétaire de la Société d'études jurasiennes et que j'ai connue d'ailleurs à la fin de sa vie. Et finalement, Jaurès, il faut voir, dans la même semaine, je trouve que si on faisait un petit film un jour, ça pourrait être intéressant de montrer ces deux chansons de Jaurès, avec sa magnifique voix de stentor. Et on pourrait tourner ça et dans la verrerie ouvrière et dans la petite église que je ne connais pas d'ailleurs de ce village, hein, de Blanc. Je trouve que ça pourrait être une accroche, hein, qui aurait de l'allure. Moi, je me suis plus intéressé, alors pour prendre des Jaurès sur les petits côtés, par le Jaurès, disons, aimant justement la littérature et les arts, un peu comme ça, par jeu aussi, pour vérifier qu'est-ce que Jaurès aime en littérature ou en peinture, qu'est-ce que j'aime moi, pourquoi lui il aime cela, pourquoi ceci, pourquoi moi mes choix sont éventuellement différents. Je trouve que c'est aussi quelque part un jeu qui est intéressant de suivre et qui pose d'ailleurs là aussi bien des questions, effectivement, à la fois sur l'évolution du goût, et puis sur la fonction de l'art dans la société. Pourquoi fait-on de la musique? Pourquoi peint-on? Qu'est-ce qu'on recherche au théâtre? Qu'est-ce qu'on recherche quand on prend un livre? Je trouve que finalement ce sont aussi des grandes questions et je trouve ça intéressant de se les poser avec Jaurès. On n'est pas obligé de répondre comme lui.